Because there was no other option. I mean, if you run out of customers, if you run out of orders, or if you can sell certain products only below the production cost, then obviously the consequence has to be, if you want to take economical decisions, to stop that product. And so, unfortunately, painfully, we had to take this decision. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des décrypteurs consacré à Airbus, un fleuron menacé. C'est en tout cas la question que nous posons aujourd'hui à nos invités. Et le premier est Gérard Fletzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien commandant de bord, spécialiste des questions aéronautiques. Vous venez de me le dire, vous avez piloté sur à peu près toute la gamme des avions Airbus. On va revenir avec vous sur l'annonce de la semaine dernière, l'arrêt du programme A380. On a l'impression, à entendre Tom Enders, le président exécutif, qui l'est encore pour quelques semaines, que c'est un pari d'ingénieur gagné, mais c'est un pari commercial perdu. Oui, en fait, en sous-main, il y a aussi une concurrence entre Boeing et Airbus qui transparaît. D'abord, la taille de l'avion. On a voulu s'attaquer à un mythe, le 747, un vrai mythe, le premier gros porteur long courrier. Et histoire de dire que les Européens pouvaient arriver à cette maturité technologique de sortir un avion aussi important, aussi gros que le 747, plus gros que le 747. Et le marché, pouvait s'y adapter parce qu'on va chercher à densifier les avions de plus en plus. Si on passe de 4 à 8 milliards de passagers, on ne pourra pas mettre autant d'avions. Donc, il faut les densifier. Voilà, ça c'était l'intention. Alors pourquoi ça n'a pas marché? On va revenir avec vous sur les quelques raisons. Il y en a des officiels, d'autres qu'on dit peut-être un peu moins. Finalement, c'est le marché qui a évolué dans un sens qu'Airbus n'avait pas forcément prévu? Alors, Airbus a prévu une politique de hub à hub. C'est-à-dire qu'un hub de New York, par exemple, c'est là où arrivent les avions, et on change d'avion pour être dans d'autres destinations, ou Dallas, ou Atlanta, Paris, qui est un hub, qui est le plus gros hub européen. Les Américains ont dit, nous, c'est passé, ça c'est l'histoire du passé, nous on veut faire du point à point, avec des avions plus petits. Sauf que le 777, il n'est pas plus petit. Il y a une centaine de passagers d'écart. Et donc, il fait aussi de la haute densité. Donc, elle n'est pas là la vraie raison. Elle n'est pas vraiment là la vraie raison. Il fallait tuer tout de suite le 380 avant qu'il le prenne des parts de marché sur les gros porteurs long courrier. Qu'est-ce qu'il existe aussi? C'est que le 777, plus le 777 qui va sortir X avec des ailes repliables parce qu'il veut s'adapter à l'infrastructure, eh bien, ils font la même chose, mais ils peuvent dire en même temps, c'est un plus petit avion, donc point à point, on va pouvoir le remplir, sauf qu'aujourd'hui, un 777, un Boeing, il fait 400 places. Le 380, il en fait 500 en 3 classes. Il peut aller jusqu'à beaucoup plus loin. Et Airbus n'a pas pu convaincre les marchés, les différents pays, et notamment dans le low cost, le long courrier qui commence à arriver aujourd'hui. Si vous blindez, pardon l'expression, le 380 à 850 passagers, eh bien, vous pouvez faire du low cost, parce qu'avec 100 € sur les Antilles, vous le remplissez. Et il y a un marché. Sur le papier, c'est l'avion le plus rentable si la cabine est remplie. Voilà, il faut le remplir. Le problème, il est là, c'est qu'effectivement, on arrive en environnement à moins de 3 litres au 100 par passager, donc c'est tout à fait acceptable par rapport aux nouveaux avions. Mais c'est un quadri-réacteur, et on a cru au quadri-réacteur. D'ailleurs, il n'y avait pas de réacteur pour les 500 tonnes qu'ils représentent. C'est quand même gigantesque. Vous voyez, moi, je pilotais des 330 ans, des 330. Voilà, un bimoteur qui a beaucoup de succès en ce moment, le Neo. Vous voyez, le 380, c'est du gigantisme. Donc, Emirates sont les seuls à avoir trouvé une équation financière. Il y a des raisons annexes. L'équation financière, c'est qu'ils ont réservé une bonne partie de l'avion en salon, en hyper luxe, la croisière de luxe pour le coup, et à l'arrière, ils ont les passagers, ce qu'on appelle basse contribution, donc ils jouent sur les deux tableaux, ce que n'ont pas reproduit les autres compagnies. Et pour Airbus, il y a une perte financière qui est estimée autour de 30 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut dire quand même que cette perte se compense avec un gain d'expérience en entreprise? Ils ne reproduiront probablement pas les mêmes erreurs. Oui, c'est vrai que ça a été un échec commercial. D'ailleurs, on a un peu l'habitude. Le Concorde a ouvert le feu, le Mercure aussi. On a beaucoup d'expériences malheureuses. Sauf qu'on a appris, en effet, beaucoup de choses.
sa première maquette numérique d'un avion de ligne qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de faire l'avion de test qui va se cracher, etc. Deux, on a employé les matériaux composites comme jamais ça avait été fait auparavant. Et le 350, qui est je l'espère en tous les cas, un succès commercial, a bénéficié de toute l'expérience du 380. Le 380, il a été conçu quand même il y a beaucoup d'années maintenant. Hein. Il a 12 ans d'existence, mais en fait, les premiers calculs ont été faits il y a 20 ans. Donc, il avait de l'avance et il a été finalement bénéfique, comme le Concorde a été bénéfique pour l'Airbus A320. Et Tom Enders, le président exécutif d'Airbus, donc, disait à propos de cet A380, à l'époque, Airbus était un petit constructeur qui, de Toulouse, a épaté le monde entier. Vous êtes d'accord? Oui, complètement d'accord. C'est le succès de l'Europe. D'ailleurs, on l'utilise, l'Airbus, pour d'autres secteurs. On parle de l'Airbus ferroviaire, l'Airbus du numérique, etc., pour donner une chance par rapport aux mastodontes. L'Europe est coincée, malgré ses 500 millions d'habitants, entre les États-Unis et la Chine. Il faut exister. Et c'est un moyen d'exister. Et la 380 a permis aussi d'améliorer ce rayonnement. Absolument, oui. Ça a été un choc aux États-Unis d'ailleurs. Hein. Ils ont été pris à leur propre piège en disant on n'est plus les plus grands, on n'est pas les plus forts, etc. Donc on va les attaquer autrement. Et les Américains ont parié sur le bimoteur. Et nous, malheureusement, en France, enfin en Europe en tous les cas, on a parié sur le quadrimoteur, ce qui était déjà dépassé. On n'aurait pas cru que les bimoteurs puissent traverser l'Atlantique ou le Pacifique en direct. Or, ils le font parce que les moteurs sont très très fiables. Merci beaucoup Gérard Felzer pour ces premiers éclaircissements. La fin de la 380, ce n'est pas que du chagrin pour les passionnés d'aéronautique, c'est aussi la fin d'une aventure pour les 3000 à 3500 salariés concernés. On va écouter tout de suite Jean-François Knepper, délégué syndical FO d'Airbus, c'était le 14 février. La rumeur en effet courait déjà depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, mais tout le monde espérait le miracle, la commande miracle qui allait venir sauver ce programme, parce que cet avion... Pour nous, c'est le plus bel avion du monde. Ce matin, même si on s'y attendait, ça a été un choc, un traumatisme, une blessure. Et il y a beaucoup de tristesse dans l'ensemble de la communauté Airbus aujourd'hui. Si on ne veut pas, dans une entreprise et dans une industrie comme la nôtre, reproduire ces erreurs, il faudra faire l'examen de ce qui vient de se passer. Ça coûte trop d'argent, ça coûte trop de douleur au plan symbolique et puis aussi au plan social, pour qu'on ne fasse pas cette analyse-là. Yann Deroc, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste chez Odo Securities, spécialiste des questions aéronautiques. Alors, ce délégué syndical, on vient de l'écouter, appelle à un examen de ce qu'il vient de se passer. Alors, on va revenir avec vous sur les défis d'Airbus. Avant ça, un mot sur la question Twitter que l'on vous pose depuis ce matin. Airbus, est-ce une réussite européenne pour vous? Vous avez encore quelques minutes pour voter. On commentera les résultats dans la deuxième partie de l'émission. Le premier défi pour Airbus, c'est déjà le passage de témoin. Effectivement, Tom Enders qui sera remplacé par Guillaume Faury le 10 avril. Comment est-ce que le groupe, les salariés, les actionnaires aussi, envisagent ce changement de tête? Il faut dire qu'on a, je pense, une certaine continuité. Hein. On avait Guillaume Faury qui est rentré dans le groupe sur la partie Airbus commercial, qui concentre l'essentiel du chiffre d'affaires et des profits. Donc on a depuis déjà quelques semaines un véritable passage de témoin. Donc nous, on attend plutôt, on va dire, une continuité, au moins sur une partie de la stratégie. Il n'y aura pas de rupture. Voilà, non, normalement, non. Il y a deux chiffres que je vous propose de commenter. On va les découvrir ensemble. Il y a le cours de l'action en bourse qui est en forte hausse depuis 2012, depuis le moment où Tom Enders a pris la tête d'Airbus. Le titre est passé de 26 € à 110 aujourd'hui. Et puis le carnet de commandes entre ces mêmes années qui est passé pour 2012 de 4 682 en 2018 à 7 577 appareils. Alors, un mot sur ce bilan de Tom Enders. Et est-ce que, au-delà de ces deux chiffres, est-ce qu'il laisse le groupe dans une bonne santé financière? Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça. Quand on regarde un tout petit peu les différents programmes, on avait eu pas mal de difficultés sur des programmes civils. On a parlé de la 380, mais également le militaire, comme la 400M, le TIG ou le NH90. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ces problématiques-là ont été quasiment réglées. Hein, la 400M peut-être dans quelques semaines. Donc on a au moins sur la partie programme une entreprise qui est relativement saine. Tom Enders dit aussi que la 380, il dit les coûts, donc estimés à 30 milliards, sont derrière nous.
Vous confirmez? Oui, l'essentiel des coûts sont derrière. On a encore quelques centaines de millions d'euros sur les 2-3 prochaines années. La stratégie d'Airbus, on peut aussi la deviner par ses investissements. Sur quoi l'entreprise mise aujourd'hui? Alors en termes à la fois de secteurs commerciaux, mais aussi de secteurs géographiques. On parle du militaire, par exemple. C'est la question qui sera, je pense, sur la table de Guillaume Faury et du nouveau conseil d'administration. On a eu un changement lors de l'échec de la fusion avec BAE Systems, où EADS d'alors avait décidé de sortir du militaire sur tout ce qui n'était pas plateforme. Aujourd'hui, on a des budgets européens qui sont en très forte hausse. On a des programmes qui sont structurants, comme le FCAS, et on a des gouvernements qui sont un petit peu plus, on va dire, optimistes sur ce secteur-là. Donc on a peut-être là-dessus un changement par rapport à ce qu'on avait, à la vision de l'ancienne direction d'Airbus. Si l'A380 est un échec commercial, c'est en tout cas ce qu'on disait il y a quelques minutes, on parle beaucoup de l'A350 qui pourrait être un succès, lui, à son tour. C'est bien parti pour l'être? C'est-à-dire qu'on dit que cet appareil, ce programme-là, il est bien né. Et c'est un petit peu ce que l'on voit sur la courbe d'apprentissage. Normalement, en 2019, on devrait être à peu près au point mort. Et nous, effectivement, on anticipe une très forte progression de la rentabilité de ce programme-là. Et tout ça, c'est aussi dans un écosystème qui est assez dominé par Boeing, qui a dépassé d'ailleurs en 2018 les 100 milliards de chiffre d'affaires annuels. C'était un record. Est-ce que cette domination s'accroît avec les années, comme on en a l'impression? Ça dépend de ce que l'on regarde. Quand on regarde sur la partie commerciale, quand on regarde le nombre d'appareils, on est à peu près sur un jeu équivalent. Après, quand on regarde financièrement parlant, on a toujours une génération de trésorerie. Si on compare, on va dire ce qui est comparable, plus de 2 fois supérieur chez Boeing, ce qui sera une problématique à terme. Et puis un mot enfin sur la Chine. Est-ce que ça pourrait devenir un troisième acteur à terme? Il y a cette fameuse holding publique chinoise qui s'appelle Avic, si je ne dis pas de bêtises, et qui est en embuscade. Et alors nous avons un internaute qui était particulièrement pessimiste, expat 2011, qui nous dit dans 5 ans, Airbus aura été soit coulé, dépecé ou racheté par les Chinois qui, une fois qu'ils auront siphonné la technologie, fermeront boutique. Est-ce que vous partagez ce pessimisme? Alors peut-être pas à ce point-là, mais déjà il y a un peu d'espionnage industriel. Oui, mais nous on anticipe un horizon 2030, ce qui est pour l'aéronautique demain, une trentaine de pourcents de part de marché pour le 919, qui est l'équivalent de la 320, par rapport au 737 et à la 320. Donc déjà 30%, c'est assez rapide. D'ici 2030. C'est demain pour l'aéronautique. Et on voit qu'ils ont effectivement une volonté politique assez claire, des finances qui sont là, et surtout un marché domestique qui leur permettra d'accélérer leur cours d'apprentissage. Merci beaucoup Yann Deroc pour ces précisions. On vous rejoint dans une poignée de secondes pour la deuxième partie de l'émission. Mais avant cela, nous allons parler des autres défis à relever pour Airbus. Ils sont de nature judiciaire. L'entreprise est sous le coup de plusieurs enquêtes pour corruption et la tactique de défense du groupe avait pu en surprendre quelques-uns à l'époque puisque Airbus s'était auto-dénoncé aux autorités juridiques. Et puis Tom Enders, le président exécutif, revenait sur cet épisode dans Le Figaro et il disait « Concernant ces enquêtes, bien sûr, nous connaissions les conséquences de notre décision en 2014 d'avertir la justice britannique et française de certaines pratiques commerciales appartenant au passé. Je n'ai aucun regret d'avoir rendu publiques les irrégularités que nous avons découvertes dans le cadre de notre propre audit dirigé Airbus. C'est un privilège, mais c'est aussi un fardeau. » Et on accueille tout de suite Véronique Guillermard. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez conduit cet entretien avec Tom Enders que l'on retrouve dans les pages du Figaro. C'était la semaine dernière. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au Figaro Économie et vous suivez depuis une dizaine d'années toutes ces questions sur l'industrie aéronautique, spatiale et puis la défense. Alors, de quels soupçons de corruption parle-t-on déjà et que risque vraiment Airbus dans cette affaire ? Alors, les soupçons portent sur des irrégularités qui ont été découvertes par Airbus lui-même au cours d'enquêtes internes qui ont été menées, donc des irrégularités sur des contrats d'avions commerciaux, d'abord en Chine, et le versement de rémunération à des intermédiaires. Donc il y a des irrégularités, voilà ce qui est dit dans le Et alors effectivement, cette stratégie qui en avait surpris quelques-uns, Airbus qui... à la suite d'un audit interne, avait constaté ces irrégularités et avait ensuite s'était auto-dénoncé. On pourrait penser à un suicide, mais en réalité, c'est peut-être plus compliqué que ça.
Oui, c'est-à-dire qu'Airbus a décidé en quelque sorte de plaider coupable. Voilà. Donc plutôt que d'attendre de se faire attraper, si on peut le dire, Airbus a décidé d'aller voir les autorités judiciaires, d'abord en Grande-Bretagne, ensuite en France, pour dire voilà, on a constaté que quelque chose ne va pas, il y a une irrégularité, quelque chose qui nous interpelle, on pense qu'il y a un problème, donc voilà, on vous le dit. Et donc automatiquement, on enclenche un mécanisme d'enquête judiciaire en France et en Grande-Bretagne à partir de 2016. Et donc le but, c'est d'essayer de réduire la punition, Voilà. la peine. Alors justement, est-ce que ce serait plutôt une amende ou plutôt, ce qui est, je crois, une crainte absolue, une procédure au pénal? Alors, Airbus donc s'est dénoncé, coopère pleinement, c'est-à-dire qu'il ne cache rien, c'est une opération main propre. Et donc, il espère bénéficier de dispositions des lois contre la corruption en Grande-Bretagne et en France, qui disposent que dans ce cas d'une pleine coopération, l'entreprise peut échapper en principe à un procès et donc écoper d'une amende qui peut être très lourde. On l'a vu dans des dossiers. C'est à l'amiable ou presque? C'est un accord, c'est une transaction qui est établie entre la justice et l'entreprise coupable, entre guillemets. Alors, quels pourraient être les montants? Alors, on n'en a aucune idée aujourd'hui, mais il y a quand même des chiffres qui circulent et qui ont été intégrés par les marchés. Donc on parle d'une amende qui pourrait osciller entre 1 et 3 milliards d'euros. Et alors pour le pénal, pourquoi c'est une crainte absolue? Quels pourraient être les types de condamnation au pénal? Alors une condamnation, un procès qui serait ensuite un procès et une condamnation, pardonnez-moi, ça veut tout simplement dire que Airbus est interdit d'accès au marché public. Donc ça veut dire tous les marchés publics. Dans le monde entier. Et on parlait à l'instant du marché chinois. Voilà. Ça pourrait être catastrophique. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'Airbus ne pourrait plus vendre d'avions en Chine, puisque la Chine est organisée avec une société d'État qui commande aux constructeurs, en gros, les avions qui sont ensuite répartis auprès des compagnies aériennes locales. Et sur toutes ces affaires de soupçons de corruption. Alors, vous le disiez, on parle de rémunération d'intermédiaires qui n'auraient pas été déclarées. Mais alors, qu'est-ce qui est légal au juste et qu'est-ce qui n'est pas légal dans ces manières de faire des transactions? Alors, le recours aux intermédiaires est tout à fait légal. Ça peut être des consultants, des gens qui ont une bonne connaissance d'un marché compliqué, qui connaissent les bonnes personnes, qui peuvent faire des notes, des rapports. Et donc, tous ces consultants, ces intermédiaires, ces agents commerciaux qui interviennent en soutien des équipes commerciales d'une entreprise, pas seulement Airbus, c'est dans tout le commerce international, sont rémunérés pour un travail qui a été effectué. Mais alors c'est légal dans la mesure où l'entreprise a la preuve que la rémunération correspond à un travail effectué. Le problème, c'est que souvent dans ce type de contrat avec des intermédiaires, il y a ce qu'on appelle une success fee, c'est-à-dire un bonus si le contrat est remporté. Et donc l'intermédiaire, voilà. Le problème, c'est que l'intermédiaire, lui, il a intérêt à ce que le contrat se fasse. Donc il y a un espèce de mécanisme qui n'est pas très sain, qui fait que l'intermédiaire peut être tenté de faire des choses illégales. Voilà. Et ce sont en tout cas des pratiques, on l'a vu en tout cas dans ce que dit Tom Enders aujourd'hui, qui n'ont plus cours. Tout à fait. Mais en revanche, les conséquences de toutes ces affaires et de tous ces soupçons finalement engendrent un renouvellement des têtes à Airbus qui part de Tom Enders pour aller jusqu'aux commerciaux en bas de l'échelle. Est-ce que c'est de nature à fragiliser l'entreprise ? Alors, effectivement, le fort renouvellement des dirigeants qu'on a observé chez Airbus, il est dû à deux choses. C'est une conséquence, effectivement, de cette procédure, des enquêtes. Airbus donne en quelque sorte des gages à la justice qu'il se renouvelle, qu'il se met en conformité avec la réglementation. Et donc, tous les dirigeants qui, de par leur position, connaissaient ou auraient dû connaître les pratiques, partent. Bon. Et en même temps, c'est aussi une époque où il y a un gros renouvellement dû au départ en retraite de hauts cadres historiques d'Airbus. Donc tout ça converge et on a un renouvellement massif des dirigeants. La conséquence, c'est qu'on a une entreprise qui est un peu déboussolée parce qu'elle perd d'un coup toutes ses têtes et d'autre part, son organisation commerciale est complètement chamboulée. Le commerce chez Airbus est en plein doute aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que je peux quand même m'adresser à un consultant? Des procédures ont été mises en place. C'est très compliqué.
Donc effectivement, il faut qu'Airbus se renouvelle profondément, reprenne confiance en lui au niveau de ses équipes commerciales et qu'il retourne dans une dynamique positive. Ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai envie de dire en même temps, Airbus est résilient. Si on regarde les résultats commerciaux de cette année, il n'y a pas à rougir. Ils ont remporté de très beaux contrats, parfois face à Boeing. Mais ce sera en tout cas la lourde tâche de Guillaume Faury à Absolument. partir du 10 avril. Une dernière petite question. Est-ce que cet argent qui devra être dépensé s'il y a une amende, qui pourrait dépasser le milliard d'euros, est déjà provisionné? Alors, à ma connaissance, non. L'explication de la direction financière d'Airbus est de dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel sera son montant, donc on ne va pas commencer à faire des provisions à l'avance. Ce qu'on peut dire, c'est que Airbus a une situation nette de trésorerie de plus de 13 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 3,5 milliards d'euros. De quoi encaisser une telle amende? Normalement, oui. Merci beaucoup Véronique Guillermard. Nous allons commencer la deuxième partie de l'émission, mais avant cela, des responsables politiques ont aussi témoigné leur inquiétude avec la fin du programme A380 et puis plus généralement sur Airbus. Christian Estrosi en fait partie et puis il appelle également l'Europe à soutenir davantage l'aéronautique européenne. On va écouter Christian Estrosi. C'est un échec commercial. Et en même temps, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir industriel de l'Europe, alors que nous approchons de l'échéance européenne. Je crois que c'est un vrai débat de fond. La semaine dernière, la Commission de Bruxelles s'est opposée à la fusion Alstom-Siemens dans le domaine ferroviaire face aux géants chinois CRCC. Il est temps que l'Europe relève le gant et se décide, oui ou non, à bâtir de grands groupes industriels. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission des décrypteurs. Vous venez d'entendre Christian Estrosi qui pose une première question que je vous pose à nouveau. Est-ce que l'Union européenne en fait assez pour défendre l'aéronautique européenne, pour défendre notamment Airbus? Yann Derocle. Je pense qu'il y a effectivement... que l'Union européenne pourrait faire de plus sinon? Il y a des systèmes qui sont d'ores et déjà en place, et on l'a vu pour la 380, où les États Airbus participent au développement en finançant à peu près un tiers des développements. Donc je pense que c'est déjà suffisant pour pouvoir aider cette industrie-là. Après, il y a certainement quelque chose à faire sur l'ensemble de la chaîne de fournisseurs qui aujourd'hui n'est pas suffisamment robuste. Vous êtes très nombreux à commenter déjà la fin de la 380, c'est une très grave erreur, nous dit Grava d'ailleurs. Jacques nous dit dommage car il s'agit de l'avion le plus confortable. Et puis vous êtes également très nombreux à réagir sur ces affaires. Et sur le rôle de l'Europe par rapport à ces affaires. L'Espile nous dit l'Europe est hautement fautive de ne pas protéger son industrie. Et Julia qui lui répond, si Airbus est condamné, j'attends de l'UE rien de moins que de passer au crible tous les contrats de Boeing. Un mot là-dessus, Gérard Fletier. Oui, en fait, il y a l'Europe, il y a les pays européens qui ne jouent pas toujours le jeu. Il y a des pays qui construisent ou qui participent à la construction de l'avion et qui ne l'achètent pas. Donc déjà, faire le ménage et constater l'échec des pays européens. C'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'on s'entende sur une réorganisation de ce type de coopération technologique, à savoir répartir qui fait quoi, pour combien. Il y a toujours une espèce de confrontation entre les Allemands et les Français sur les chaînes de fabrication, par exemple. Chacun a envie de créer des emplois chez lui, et c'est bien normal. Donc, il y a une espèce de régulation à mener qui arrange tout le monde. Il faut que ce soit des win-win, sinon ça ne marche pas. Et si on part dans des concurrences internes, ça ne marchera pas. Et Julia qui nous dit, donc, j'attends de l'UE qu'elle passe au crible tous les contrats de Boeing. Que dit Boeing dans ces moments un peu de trouble pour Airbus? Est-ce qu'il se frotte les mains de ces affaires, Véronique? Non, je ne pense pas, parce que Boeing a connu aussi une époque dans les années 2000 où il s'est fait attraper la main dans le pot de confiture. Il y a même des dirigeants d'Airbus qui sont allés en prison. On ne s'en rappelle plus, mais ça a existé. Boeing a aussi payé des amendes pour corruption supposée à l'époque, mais qui ont été avérées. Donc aujourd'hui, Boeing ne fait aucun commentaire sur ce qui se passe chez Airbus. Bien au contraire, il est très, très calme, très serein, parce qu'on sait bien que c'est compliqué quand on veut faire du commerce international. Il existe sur notre planète des pays qui ont de l'argent, mais où c'est compliqué de faire du business.
Ça, Donc, tout le monde le profil sait. bas, Profil bas, pour oui. Boeing. Allez, un mot aussi sur le sondage que l'on vous pose depuis ce matin sur Twitter. Est-ce que Airbus est une réussite européenne pour vous? Alors, vous êtes 76% à nous dire oui. Gérard Felzer, qu'auriez-vous répondu? Est-ce une réussite européenne? Au début, beaucoup de gens pourraient dire oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous diriez oui? Oui, c'est une réussite. C'est un exemple. On l'a vu pour l'espace. Il y a une concurrence avec Elon Musk aussi qui va faire son chemin du low cost spatial. Donc, il va falloir réagir. Je pense que les pays européens ont pris conscience de ça. Et puis, il y a aussi la géopolitique qui dépasse l'Europe. On a beaucoup parié sur la Chine en ce qui concerne l'achat du 380. Ça ne s'est pas produit pour des raisons aussi politiques. Les Chinois n'avaient pas envie de fâcher de trop les Américains. Avec Trump qui a appuyé sur le bouchon, on n'a pas été très fort de ce point de vue-là. Et c'est vrai que la Chine, avec les vols transpacifiques, avec de la haute densité, il y avait vraiment un marché et il ne s'était pas trompé à l'époque. Ouais. Véronique? Je suis tout à fait d'accord. Il y a une pression folle de l'administration Trump sur certaines compagnies du monde pour ne pas acheter la 380. Il y a des patrons de compagnies aériennes qui le disent en sous-main. C'est pas facile de résister à la pression américaine. Alors que le marché chinois était un marché sur mesure pour le super jumbo européen. On peut rajouter l'Inde, parce que Oui. ces deux pays-là, Airbus avec son A380 a une autorisation d'atterrissage sur les vols internationaux il y a de cela 3-4 années. Jusqu'ici, ces deux pays avaient bloqué l'accès sur les vols internationaux de l'A380. Est-ce que là, l'UE peut jouer son rôle? Moi, à mon avis, oui. On a 500 millions d'habitants et de consommateurs. Donc, on a une puissance. Et c'est vraiment rageant parce qu'on a un marché considérable et on ne sait pas s'en servir. Donc il y a une faute politique de certains pays qui ne jouent pas le jeu au sein de l'Europe. On a aussi Gérard 2x2, d'un internaute, qui nous dit « Le Brexit, malgré ce qu'on veut nous faire croire, n'aura absolument aucun impact pour Airbus. » C'est une parenthèse, mais est-ce qu'il y aura une conséquence possible? Yann Dorak. Oui, si on est sur un Brexit dur, le fameux hard Brexit, on aura des conséquences pendant quelques semaines au minimum, parce qu'Airbus est organisé sur l'ensemble du marché européen. Donc quand on regarde un petit peu les ailes de la 350 par exemple, on amène l'ensemble des dépôts par exemple à Broughton, ensuite on va les amener en Allemagne et pour redescendre ensuite à Toulouse. Si vous avez des perturbations sur les frontières ou des perturbations administratives, aujourd'hui on est dans une chaîne avec des flux tendus, donc on va avoir des perturbations pendant quelques semaines, voire quelques mois. Véronique? Alors à plus long terme, la conséquence d'un hard Brexit pourrait être que Airbus décide de ne plus fabriquer les ailes de ses avions en Grande-Bretagne. On ne parle pas de la gamme d'aujourd'hui, on parle de la gamme de demain. Ça pourrait être un arbitrage. Une question aussi que je voulais vous poser. On a vu, depuis 2012, le cours de l'action en bourse qui est passé, on va le revoir, de 26 € à 110, je crois. Est-ce que l'action Airbus a encore de beaux jours devant elle? Gérard Felzer. Il y a l'action d'Airbus. Moi, je crois qu'on a su déjà rebondir, on va le refaire. Mais il y a aussi la disparité entre le dollar et l'euro qui joue beaucoup sur les marchés. Et là, ça devient en dehors de l'Europe. Il va falloir se défendre sur la question monétaire et sur le fait que les avions sont vendus en dollars. Et tout dépendra aussi de comment Faury redirigera cette entreprise à partir du 10 avril. Est-ce que nous en avons parlé un petit peu individuellement, mais est-ce que vous sentez un vent d'optimisme par rapport à cette nouvelle classe dirigeante qui arrive à Airbus? Yann Dorak. Oui, on le sent aussi parce que les grosses problématiques qui auraient pu mettre à terre Airbus sont quasiment derrière eux. Donc on voit aujourd'hui ils peuvent se concentrer sur les marchés, sur le véritable opérationnel, sur les nouveaux produits, et plus à régler des problématiques qui pouvaient leur coûter plusieurs milliards d'euros. Donc il y a effectivement un certain optimisme là-dessus. Véronique? Oui, je crois que la clé aussi, c'est la fameuse révolution digitale. Dans laquelle croit beaucoup Guillaume Faury, comme Tom Enders ou Fabrice Brégier à l'époque. Alors la révolution digitale, c'est-à-dire qu'on utilise des outils digitaux de la conception jusqu'à la fin de vie de l'appareil. Donc on fusionne en fait le développement de l'avion, l'ingénierie, le commercial, la maintenance, l'après-vente, voire le recyclage. Donc c'est un espèce de cercle vertueux. Donc on développe des avions plus vite. Au lieu de prendre 7 ans, ça pourrait prendre 3 ou 4 ans. C'est quasiment la cadence de l'automobile.
Ça veut dire aussi qu'on a des avions qui ne tombent jamais en panne, normalement, parce qu'ils font de l'autodiagnostic, ils communiquent avec les centres de maintenance. Enfin, c'est une vraie révolution. Et donc Airbus est engagé là-dedans, dépense de l'argent, et je crois que c'est un des enjeux majeurs pour les prochaines années. D'ailleurs, si je peux me permettre, Tom Enders, dans l'interview qu'il nous a accordée, disait que Guillaume Faury lui-même était d'accord sur ce point. Il ne sera pas possible pour Airbus de lancer un nouvel appareil tant que Airbus ne sera pas capable de développer un avion design made. Donc, voilà. Fait sur mesure. Oui, voilà, fait sur mesure. Il n'y a pas qu'Airbus. Airbus, c'est une constellation aussi d'équipementiers. Oui. Le premier d'entre eux, c'est Safran, un succès mondial. La preuve, c'est qu'ils fabriquent encore plus de moteurs pour Boeing que pour Airbus, concernant les Boeing 777, les avions moyens courriers. Et c'est une chance parce qu'ils sont très créatifs. Il y a le groupe Safran, il y en a d'autres, et ils apportent à Airbus des innovations. Alors on n'est pas dans l'innovation de rupture avec le nouvel avion électrique. D'ailleurs, entre parenthèses, l'Europe a un peu plus conscience du changement climatique que les Américains, tant s'en faut peu avec Trump. Donc ils cherchent l'avion qui sera à la fois économiquement et écologiquement responsable. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir sur cette démarche. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis, les internautes notamment. Les rendez-vous à ne pas manquer pour cette journée sur Figaro Live à 12h. Yves Tréhard reçoit pour le talk Benoît Hamon, le fondateur de Génération, l'ancien ministre et le chef de file aux élections européennes. À 17h, vous retrouverez Marie-Amélie Lombard-Latune et ses invités pour Point de vue et pour commenter l'actualité de la journée. Et puis à 18h45, nous serons en direct de la place de la République à Paris pour suivre la marche contre l'antisémitisme. Merci à vous et à bientôt sur Figaro Live.